On va parler aujourd'hui des possibilités de guérison de l'infection VIH par thérapie génique. Je vais l'abrévier par TG. Il y a là des défis théoriques, pratiques et éthiques à considérer. Alors, d'abord une petite introduction. Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser du VIH avec un petit cours d'immunologie pour les nuls? Je vais ensuite parler de la fabuleuse histoire de Timothy Brown et d'un projet qui s'est créé ici à Genève à la suite de cette histoire. Je vais parler du vaccin et du désespoir qui l'entoure et enfin vous présenter une nouvelle forme de vaccination entre guillemets. Alors, pourquoi est-il si difficile de se débarrasser du VIH? Cette photo l'explique. C'est parce que peu après l'infection VIH, le virus intègre son ADN dans le génome des cellules appelées CD4 mémoire. Tant que ces cellules sont quiescentes, elles ne produisent ni virus, ni expriment des antigènes viraux à leur surface, signifiant qu'elles ne peuvent être détectées. Mais quand, au gré d'activation aléatoire, ces cellules se multiplient, elles produisent du VIH. Ceci, en bref, fait comprendre pourquoi, par des médicaments anti-VIH qui attaquent le virus présent dans la circulation et dans les tissus, on ne peut pas se débarrasser des cellules où le virus est intégré de manière quiescente. Quand on parle de cellules de mémoire, on n'exagère pas, c'est une mémoire d'éléphant. Voici une courbe approximative de la disparition de ces cellules d'un sujet qui est tout le temps traité par un traitement antirétroviral hautement actif, et on peut extrapoler et conclure que le temps jusqu'à l'éradication serait de plus de 70 ans. En d'autres termes, ce n'est pas un espoir raisonnable. D'où la règle, quand on arrête la trithérapie, il y a rebond de la virémie. Et ce n'est pas qu'on n'ait pas essayé. Par exemple, dans l'étude CITE que nous avons fait ici il y a 10 ans, quand les interruptions thérapeutiques étaient la dernière mode, sur 133 patients où on a interrompu le traitement, il y a eu 133 rechutes. Pour guérir, il faut donc quelque chose de plus que la trithérapie. La question est, qu'est-ce que c'est ce quelque chose de plus? Et là intervient donc l'histoire de ce Timothy Brown, qui a fait le tour du monde, sous l'appellation aussi du patient de Berlin. Pour comprendre ce qui y est arrivé, voici une vue de l'infection d'une cellule, ici en mauve, en bas, d'une cellule humaine, par le VIH, ici en jaune, en haut. L'infection de la cellule humaine par le VIH nécessite l'interaction de ce virus avec deux récepteurs, ici en serpent, qui est le récepteur CCR5, et en violet, le récepteur CD4. Sans CCR5, par exemple, il n'y a peu ou pas d'infection. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des gens qui sont porteurs d'une mutation qui les prive de CCR5, cette mutation appelle delta 32, qui sont en fait en bonne santé. Et ces personnes résistent au VIH, pas de manière totale, mais on peut prouver qu'ils sont moins infectés, et quand ils sont infectés, que le cours de leur maladie est plus bénin. Alors, l'aventure du patient de Berlin, c'est donc un homme qui n'avait vraiment pas de chance. Non seulement il a été infecté par le VIH, mais en plus, il souffrait d'une leucémie aiguë. Et dans le cadre de cette maladie, il avait besoin d'une transplantation de moelle. Le donneur de la moelle portait la mutation delta 32. Son CCR5 n'était pas fonctionnel. Et 7 ans après la transplantation, sans traitement, il y a chez le patient de Berlin plus de traces de VIH. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on ne traiterait pas tout le monde de cette façon? Évidemment, ça ne va pas,
parce qu'il y a d'abord les dangers de la transplantation provenant de quelqu'un d'autre, allogénéique, des risques d'infection immédiate, le risque de maladie greffe-versus-hôte, une mortalité qu'on estime à peu près 20% par la seule transplantation. Et puis, il est très difficile de trouver un donneur CCR négatif et histocompatible. Mais il y a peut-être une idée plus réaliste qui, en bref, était celle de prélever les cellules souches d'un patient, d'y mettre in vitro la mutation delta 32 dans le gène CCR5 et de réintroduire les cellules mutées dans le patient où elles vont remplacer la moelle osseuse préexistante et ainsi rendre le patient résistant au VIH. Alors, cette idée, on l'a discuté avec Karl-Heinz ensemble. Lui, je ne me souviens plus exactement quand, mais lui, il pense que c'est en faisant du ski. Et surtout, suite à son initiative, s'est créée une équipe qui travaille dans cette direction. Elle est faite de personnes en Afrique du Sud, à Genève, à Zurich, qui sont énumérées ici. Alors, je vais sauter les nombreuses étapes qu'il faut pour arriver à but, les expériences in vitro, les expériences chez les souris qui sont reconstituées par un système immunitaire humain infecté par le VIH, pour arriver maintenant au problème éthique que posera cette approche. Alors, le premier problème, ce que vous voyez ici, c'est un parking. Pourquoi est-ce que je vous le montre? Eh bien, c'est parce que la moelle osseuse, c'est comme un parking. Quand on veut y mettre des nouvelles voitures, il faut d'abord enlever ceux qui sont déjà. Et les voitures ici, vous l'avez compris, c'est les cellules souches manipulées et qui sont donc CCR positifs d'abord et qu'on veut rendre CCR négatifs. Mais enlever ces voitures, c'est toute une histoire. Il faut vider la moelle osseuse. Ça veut dire qu'il faut une irradiation, il faut une chimiothérapie. Il y a un danger d'infection à court terme et une très probable augmentation de cancers de tout genre à long terme. Maintenant, le danger d'une transplantation de moelle osseuse dépend de quel type de transplantation il s'agit. La transplantation allogénéique, donc d'un autre individu, vers le patient est beaucoup plus dangereux que la transplantation autologue où on prend les cellules du patient et on les réinjecte. Et on peut, pour la transplantation de moelle osseuse autologue, utiliser des régimes de préconditionnement appelés plus doux. Mais la douceur des oncologues est une chose relative. Le régime le plus utilisé comporte une irradiation corporelle totale de 2 degrés. Pour vous situer un peu cette dose, à Fukushima, toutes les régions où on a attendu une irradiation de plus de 50 millisieverts par an, c'est 1/40e de ces doses a été évacué. Ou, autre mesure, si on avait un tel projet, il faudrait le soumettre à Swissmedic et l'Office fédéral de la santé chaque fois que la dose d'irradiation dépasse 5 millisieverts en une année. C'est 1/400e de la dose qu'il faudrait ici. Et la fludarabine, c'est un médicament oncologique qui a, comme beaucoup de ces médicaments, de nombreux effets adverses, en particulier des cytopénies, et à long terme, probablement, l'oncogénèse. Alors, est-ce qu'il y aurait une sortie? Alors, on a pensé à des patients qui ont de toute façon besoin d'une transplantation de moelle osseuse. Alors, il se trouve que le sida est compliqué par des lymphomes malins qu'il faut traiter de cette façon, mais ce sont des patients qui ont une immunosuppression extrême et ces patients ont presque disparu suite à la thérapie. Et puis, c'est des malades compliqués, les résultats seront très difficiles à interpréter. Voici une liste de patients qui ont reçu une transplantation de moelle de donneurs CCR5 négatifs. Donc, quand on a voulu reproduire les bons résultats du patient de Berlin, bon, on ne va pas regarder ici en détail, mais si vous regardez, tous ces patients sont morts par la suite de leur transplantation d'autres causes que du VIH.
ce qui rend évidemment les conclusions très aléatoires. Donc, si on parle thérapie génique pour rendre un patient CCR négatif, il y a un premier problème qui est que sans conditionnement, le remplacement de la moelle osseuse ne peut pas se faire. Les risques inhérents à ce conditionnement dépassent de loin les risques de la trithérapie. Tout ça n'empêcherait évidemment pas des expériences sans conditionnement. Par exemple, la survie des cellules transformées sans autre, mais les chances que ça réussisse sont évidemment pas très bonnes. Il y a un deuxième problème qui sont les risques de la thérapie génique elle-même. Alors, il y a plusieurs types de risques et je vais me concentrer sur les premiers, l'utilisation de vecteurs qui sont des rétrovirus et des lentivirus. Le problème de la première génération de ces vecteurs a été qu'on ne contrôle pas parfaitement la localisation de l'insertion dans le génome humain, ni l'activation ou l'interruption de gènes à ces endroits. Le problème, c'est que quand ça arrive dans des gènes de suppression de tumeurs ou que l'activation active un gène promoteur de tumeurs, ceci peut causer des leucémies ou des lymphomes. Et c'est un grave problème. Par exemple, sur 20 enfants qu'on a essayé de traiter de cette manière pour un syndrome d'immunodéficience congénitale, 5 ont eu des leucémies, et sur 9 enfants avec un syndrome de Wiskott-Aldrich, 7 ont eu une leucémie. Alors, on peut se demander comment se situer vis-à-vis de cette difficulté. Et une chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'améliorer et de changer les vecteurs. Ces expériences qui datent maintenant de plusieurs années étaient faites avec des anciens vecteurs dérivés d'un virus murin qui cause une leucémie chez la souris. On a depuis construit des lentivirus qui sont plus spécifiques de la cible et avec moindre probabilité d'inactiver un gène suppresseur de tumeur et sans promoteur activant des gènes dans le voisinage. Et les premiers résultats sont encourageants. Par exemple, pour la maladie de Wiskott-Aldrich, l'ancien vecteur 7 sur 9 ont eu cette complication. Avec le nouveau vecteur, un article qui vient juste de paraître, 0 sur 6 patients ont eu cette complication. Il faut évidemment dire que ce sont des chiffres très limités et que le suivi n'est pas encore très long, mais enfin, ça va dans la bonne direction. On peut aussi remplacer le vecteur lentiviral par d'autres vecteurs. C'est envisageable s'il s'agit de produire une protéine manquante, et j'en parlerai encore. C'est au contraire moins envisageable pour le projet CD4. Alors, comment est-ce qu'il faut se situer? Pardon, il y a quelque chose qui me manque. Bon, excusez-moi. J'avais ici, voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on se situe vis-à-vis de cette incertitude, le petit nombre, etc. Alors, il y a 2 ans, ces auteurs ont fait une enquête auprès des gens qui s'intéressent aux thérapies géniques, des membres d'une société de thérapie génique, les abonnés d'un journal de thérapie génique, etc. Et ils leur ont envoyé un questionnaire. Ils leur ont mis des scénarios. Par exemple, vous avez une maladie grave qui cause le décès sans traitement dans les premiers 2 années de la vie, et vous avez évidence que la thérapie génique pourrait marcher, par exemple, dans un animal. Maintenant, dans ces circonstances, est-ce que, pour vous, ça serait OK de commencer l'expérimentation humaine? Alors, vous voyez que si la maladie génétique est mortelle avant l'âge de 20 ans, et on a trouvé que la thérapie génique était efficace chez un modèle plus ou moins approprié, qui était un modèle chez la souris, 80 à 90% des chercheurs ont dit, bon, je serais d'accord de planifier un essai de phase 1. Si par contre la maladie est contrôlée par un régime ou un médicament, avec la même évidence que la thérapie génique pourrait marcher, il y avait seulement une minorité qui pensait qu'un essai de phase 1 était justifié.
Par contre, s'il y avait un modèle qui est très très proche du modèle humain, disons par exemple, l'exemple était la maladie, la dystrophie musculaire, où il y a un très très bon modèle animal chez le chien, le pourcent de ceux qui étaient d'accord pour commencer l'expérimentation humaine augmentait. Ça nous donne un peu une image de ce que pensent les gens de la possibilité de faire de l'expérimentation chez l'homme. Voilà. Alors, je vais maintenant quitter le sujet de l'expérience sur le CD4 et pour parler d'autres expériences qui me semblent intéressantes de thérapie génique pour le VIH, qui ont à faire avec le vaccin. Alors, en 1984, vous vous souvenez peut-être pas, mais moi je me souviens, la pauvre Margaret Heckler s'est immortalisée en se mettant prophète d'un vaccin dans les 2 ans contre le VIH. Bon, en 2015, il n'y a toujours rien. Seulement, il n'y a rien, mais il n'y a rien dans le pipeline, il n'y a aucun espoir, quelque part, en tout cas que je peux penser qu'il y aura un vaccin. Et pourquoi ? Bon, il y a 3 difficultés. D'abord, il est difficile de provoquer une réponse immune par des vaccins expérimentaux. Deuxièmement, s'il y a réponse immune, elle est en général inefficace. Elle ne neutralise pas le virus. Et s'il y a des anticorps neutralisants, le virus peut échapper à leur effet en mutant. Donc, en bref, ce sont les 3 difficultés. Depuis environ 6 ans, avec des millions ont été investis à l'investigation d'anticorps neutralisants à large spectre, des BNAB, des Broadly Neutralizing Antibodies. Alors, ces anticorps ont été isolés de rares patients après des années d'évolution et puis produits en large quantité à partir de lymphocytes isolés de ces patients. Dans un espoir thérapeutique peut-être, mais il faut dire que c'est l'administration intraveineuse peu attrayante en comparaison avec les médicaments actuels. Un article décrivant leur effet vient juste d'être publié, et je vous cite ici: A single injection reduced the viral load in HIV-1 infected individuals. Emergence of resistant viral strains was variable, with some individuals remaining sensitive for a period of 28 days. Bon, en clair, ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup de résistance après seulement 1 mois. Donc, ce qui évidemment est un problème. Et puis, l'injection intraveineuse à des hautes doses. Donc, peu d'espoir que ça sera un traitement pratique. Mais on a pensé à autre chose, et c'est avec ça que je vais terminer. C'est d'une vaccination, entre guillemets, une vaccination qui se passe du système immunitaire. Et là, il faut que je vous parle rapidement d'un autre vecteur de thérapie génique qui s'appelle AAV, Adeno-Associated Virus. C'est un petit virus à ADN de la famille des parvovirus à simple brin. Ce virus cause des infections persistantes. On pense que 80% de la population humaine sont infectés par ce virus, mais il n'a pas de pathogénicité, il ne cause pas de maladie. Contrairement au lentivirus ou rétrovirus, il ne s'intègre pas à l'ADN de l'hôte, donc peu de risque d'oncogénicité, et il peut être utilisé en thérapie génique par injection intramusculaire. Alors, il y a un exemple qui a fait la une des journaux il y a quelques années, un médicament déjà licencié en Europe qui s'appelle Glybera, et qui est connu comme étant le médicament le plus cher du monde. Il coûte 1 million d'euros par dose. Et il corrige la déficience en lipoprotéine lipase familiale. Bon, il ne marche pas super bien, je vous passe des détails. Mais peut-être plus intéressant, on a réussi également à traiter l'hémophilie B. De cette façon, voici un article fin de l'année 2014 dans le New England Journal of Medicine. Ce qui est intéressant, c'est que l'expression du transgène persiste après 3 à 5 années de suivi. Alors l'idée, puisqu'on ne peut pas faire de vaccin qui provoque des anticorps neutralisants de manière fiable, on pourrait mettre le gène pour ces anticorps à l'intérieur de ce AAV, et puis à la fin sortirait de la cellule musculaire, donc après injection musculaire, sortirait des Broadly Neutralizing Antibodies. Est-ce que ça marcherait? Bon, il y a quelques expériences animales, par exemple ici,
il y a 7 souris. En bref, vous voyez ici leur virémie, donc élevée. On les traite, ça c'est la partie colorée. La virémie baisse, devient indétectable. On arrête le traitement et on donne ce AAV, c'est-à-dire cette thérapie génique. Et puis vous voyez que 6 sur ces 7 souris restent avec une virémie très basse. Il y en a seulement une qui rechute. Tandis que sans traitement génique, ces souris vont rechuter très vite. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est 7 souris. Il y a 2 problèmes prévisibles pour une telle approche. Le premier, c'est l'échappement du virus, surtout si les anticorps sont utilisés dans un but thérapeutique. Mais il y a des solutions qui sont théoriquement favorables. Par exemple, chez les non-infectés, évidemment, là, il n'y a pas de sélection de résistance. Si la majeure partie des virus auxquels le non-infecté est exposé sont sensibles aux anticorps, peut-être que ça marchera comme un vaccin. Ou alors, après retrait du traitement pour prévenir la rechute, comme chez les souris que je viens de vous montrer. Il y a un deuxième problème, peut-être plus grave, c'est que ce sont des anticorps qui sont le résultat de nombreuses mutations somatiques. En d'autres termes, ils sont eux-mêmes antigéniques et provoquent la formation des anti-anticorps, ce qui laisse prévoir une perte d'efficacité après un certain temps. Il y a peut-être encore une meilleure solution, qui est celle des immunoadhésines. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une très vieille idée. Vous avez vu, le VIH s'attache aux cellules par le récepteur CD4 et le corécepteur CCR5. Alors, on a eu, dans les années 1980, avant l'ère de trithérapie, l'idée qu'on pourrait utiliser ceci comme leurre. On offre au virus du CD4 ou du CCR5 soluble et de cette façon, on pourrait le neutraliser. On a créé pour ceci des CD4 immunoadhésines en remplaçant une partie de la chaîne H des immunoglobulines par les unités 1 et 2 du récepteur CD4. Je vais vous montrer un schéma pour mieux comprendre. Cette idée a été reprise par cet article qui vient également de paraître dans Nature il y a un mois. Une fois encore, un rappel, voici la cellule, le virus, les 2 récepteurs, CD4 et le CCR5. Alors, immunoadhésine. Vous avez ici un schéma du molécule CD4, 4 domaines, D1, D2, D3, D4. Le D1 et le D2 se lient au VIH. Vous avez ici un schéma des immunoglobulines avec une chaîne bleuâtre qui est la chaîne lourde et une chaîne verdâtre qui est la chaîne légère. Et donc, dans les immunoadhésines, déjà dans les années 80, on a donc remplacé ces parties que vous voyez ici de l'immunoglobine par les sous-unités D1 et D2 du CD4. On a créé ainsi une molécule qui ressemble dans sa structure des immunoglobulines, c'est-à-dire qui peut être captée et digérée par les macrophages, par cette partie des immunoglobulines, et qui a une longue demi-vie, donc on peut l'administrer une fois par mois. Et on a espéré que ça marcherait en traitement. Mais ces essais ont été plus ou moins abandonnés parce que la suppression de la virémie était partielle et transitoire. In vitro, il y avait quelques craintes parce qu'on avait vu une augmentation de l'infectiosité du VIH pour des cellules CD4 négatives par ces immunoadhésines. En tout cas, tout ça était dépassé par les antirétroviraux. On a aussi essayé avec le CCR5, mais l'affinité de ces molécules pour le virus était trop basse. Il fallait des concentrations qui n'étaient pas atteignables in vivo pour un effet thérapeutique. Voici donc l'état quand Farzan et al. Ont commencé à travailler là-dessus, et leur succès est dû à l'idée de combiner les 2 leurres sur une même molécule synthétique. Vous voyez ici un schéma, vous reconnaissez ce que vous avez vu tout à l'heure, le CD4 avec ses 2 sous-unités, et puis à un autre endroit de ce molécule, on a attaché quelque chose qu'on appelle CCR5 mimétique, donc quelque chose qui ressemble à l'autre récepteur du VIH. Et tout ça s'appelle CD4 immunoglobuline, E pour enhanced ou augmenté.
Alors, vous voyez ici une courbe d'inactivation du VIH par ces deux types d'immunoadhésine, en rouge l'ancien, en bleu le nouveau. Là, les concentrations ici en bas. Et vous voyez que les bleus, en moyenne, inhibent le virus in vitro à des concentrations beaucoup plus basses que les rouges. En fait, 1 microgramme par millilitre inhibe totalement toutes les souches de VIH testées. Ces immunoadhésines ont un spectre extrêmement large. Par exemple, ils sont actifs contre le SIV, le HIV du singe, contre le HIV2, vous voyez ici les courbes colorées. Et ils sont actifs à des concentrations très très basses. Vous voyez ici en vert les meilleurs anticorps neutralisants, et vous voyez que les concentrations des immunoadhésines, ici en bleu, qui inhibent les VIH, sont plus basses que celles des meilleurs anticorps neutralisants. Mais qui est peut-être plus important, c'est la chose suivante. Les anticorps neutralisants, je vous l'ai montré, le virus peut échapper, il peut dériver et les mutants deviennent résistants. Et là, il y a une collection de virus, vous voyez ici les noms barbares de ces virus, qui sont résistants aux meilleurs anticorps neutralisants, c'est-à-dire une concentration de plus de 50 microgrammes par millilitre. Mais quand on regarde s'ils restent sensibles aux ECD4 immunoglobulines, on voit que toutes ces souches extrêmement résistantes restent sensibles aux ECD4 immunoglobulines. Alors, comment utiliser ceci en thérapie génique? Eh bien, les auteurs ont donc construit un vecteur contenant la AAV adapté au singe rhésus et contenant le gène pour le ECD4 immunoglobuline. Ils l'ont injecté à des macaques et ils ont testé la résistance de ces macaques à l'infection par le SIV. Alors, les premiers résultats sont très spectaculaires. D'abord, tous les singes expriment le ECD4 immunoglobuline à des taux de 20 à 150 microgrammes par millilitre pendant plus de 40 semaines. Il faut savoir que 20 microgrammes par millilitre en immunologie, ça correspond à environ 2 pour 1000 du taux total d'immunoglobuline et correspond à environ une unité internationale par millilitre. Si vous avez une vaccination contre le tétanos, par exemple, une unité internationale par millilitre d'anticorps spécifiques vous suffit pour environ 10 ans de protection. Autre bonne nouvelle, jusqu'à présent, on n'a détecté aucune réaction immune anti-ECD4 immunoglobuline. Et voici l'expérience donc animale où on a essayé d'infecter ces animaux par le SIV, par des doses croissantes, comme vous voyez, et tandis que les animaux contrôles ont tous été infectés, vous voyez que les animaux qui ont subi le traitement génique résistent. Les expériences qui sont en cours, c'est chez les singes infectés traités avec virémie indétectable et traités par thérapie génique, et où les ARV ont été arrêtés. Est-ce qu'il y a un rebond de la virémie? Et enfin, des singes infectés transfectés par le AAV, est-ce qu'il y a une baisse ou une disparition de la virémie? Voilà.